Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Crime. J'espère que vous allez bien, cappuccino et cappuccinette. Moi, ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je n'ai pas subi une opération des yeux. J'ai juste voulu mettre des lentilles parce qu'après, je vais sortir. So, je voulais pas perdre du temps à me préparer. Tatata. Vous êtes la priorité. Donc, je vous fais la vidéo, mais en même temps, je me suis préparée pour pouvoir après, voilà, sortir quoi. Je vous ai trouvé vraiment une story time crime. Vous allez voir vraiment, il y a des gens qui vivent, qui subissent des histoires vraiment que je pense même dans aucun livre on peut lire ce genre d'histoire quoi. C'est vraiment grave. Surtout que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander voilà un crime d'honneur, une histoire sur crime d'honneur quoi. Et quand j'ai trouvé celle-ci, elle m'a fait passer par toutes les émotions, par la tristesse, par un peu d'enthousiasme, après je vais pas vous dire pour pas vous spoil, voilà, mais vous allez vraiment voir que c'est une story time, vous allez être choqués. Excusez-moi, je suis essoufflée parce qu'en fait, moi dans l'arrière-plan, en fait, je veux que tout soit bien rectiligne, tu vois, et donc en fait, je traverse mon lit. Après, je reviens et tout. Bref, faites pas attention. Donc, voilà, on va y aller pour cette nouvelle Storytime Crime. Je vais vous laisser le temps, comme d'habitude, de préparer votre petit snack ou de préparer faire repasser votre aspirateur ou d'aller faire la cuisine. Je sais que vous êtes nombreux et nombreux à me le dire à chaque fois, en tous les cas, que ce soit dans le métro, travail, école. Voilà, je sais que vous m'écoutez d'un peu partout et surtout d'un peu partout. Hein. Je suis trop contente. Ça me choque de savoir des fois que ma tête elle va jusqu'au Canada, jusqu'à New York. La dernière fois, j'ai eu inscrit Maldives. Laissez le temps, comme d'habitude, de préparer votre petit snack, de vous poser bien confortablement. Si vous voulez plus être dans l'ambiance de l'histoire, je vous invite à éteindre vos lumières, même si voilà, c'est pas l'horreur, le paranormal et tout ça. C'est un autre style d'horreur, vous allez voir. Et de mettre vos écouteurs. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Donc j'espère que vous êtes bien installés. On va changer d'ambiance. Voilà. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cette nouvelle story time que je vous ramène aujourd'hui, elle se passe où? Elle se passe en Irak et plus précisément à Bagdad et plus précisément dans un quartier super connu qui s'appelle Mentaqat al-Fadl. Genre le quartier al-Fadl, c'est un quartier qui est connu. Si je vous trouve un peu d'image, je vous mettrai. Et en fait, c'est des gens qui n'ont pas trop les moyens qui habitent là-bas, ce quartier. Et surtout, c'est un quartier un peu délaissé par l'État. Il n'y a pas beaucoup d'écoles, il n'y a pas de médecins, voilà. C'est un peu les oubliés. Ça fait comme si c'était un peu le ghetto. Et dans ce ghetto-là, d'El Fadl, habite un papa qui, vous allez voir, va vous laisser sans voix. C'est un père de famille qui n'a pas trop les moyens, mais qui ne reste pas quand même assis à se reposer, à rien faire. Non, il a fait quand même un petit commerce de fruits et légumes et il s'en sort comme ça, on va dire, pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est marié à une femme que les gens ont décrit en disant que c'était une femme splendide, gentille. Et avec elle, il a eu 4 enfants, donc 3 filles. Et il a un garçon, et le garçon, c'est l'aîné à l'époque, il a 23 ans. Il faut savoir que ce papa-là, il était ultra violent, ultra méchant envers ses filles et même sa femme. Personne, même le garçon, n'était parti à l'école. Interdiction, c'est-à-dire
Interdiction de dépasser le seuil de la porte de la maison. Interdiction de talal par la fenêtre, genre de regarder par la fenêtre. Interdiction. Si je vous vois à la fenêtre, si je vous vois sur le seuil de la porte, je vous tue. Si je vous vois regarder par la fenêtre et dépasser la porte d'entrée, je vous défonce. Donc ce qui fait que ces filles, elles avaient peur de lui, elles obéissaient à toutes ses règles, mais lui, il l'adorait comme ça, pour aucune raison. Se mettre à frapper l'une d'elles ou bien les frapper en même temps les trois. Ce qui fait que la maman, la pauvre, c'est une mère. Donc quand elle voyait ça, elle essayait de s'interposer le mieux qu'elle pouvait. Et ça l'énervait, lui, son mari. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il laissait ses filles de côté et qu'il allait taper la fille. Donc c'est les filles qui essayent de tirer leur père. Et après, lui qui se met toute sur elle et qui les frappe, et elles qui peuvent rien faire, qui n'ont aucune réaction, qui ne veulent pas avoir de réaction, de peur de subir plus qu'elles étaient en train de subir. Donc la mère, avec tout ce stress, elle va, la pauvre, déclencher en elle une maladie avec le stress, les nerfs, la tension et tout ça. Et la pauvre, elle va mourir. La seule personne de la maison qui donnait de l'amour à ses filles, qui essayait de les protéger, qui même la pauvre, elle se mangeait les coups plus que ses filles et tout, elle est morte. Imaginez juste 2 secondes l'état dans lequel ces filles étaient. La seule, on va dire, protection physique présente dans la maison, la seule personne physique qui les aimait et tout ça, elle est morte. Et il y a beaucoup de femmes, un jour je vous raconterai une personne qu'on connaît dans notre famille qui est morte, qui a laissé 4 enfants derrière elle à cause du stress du stress de son mari. Je vous raconterai ça. Et donc la pauvre, elle a quitté la terre et elle est partie rejoindre son Seigneur. Donc là on aurait pu se dire oui, le papa va avoir un déclic, va regretter, va essayer de changer, de faire que ce vide laissé par la maman, essayer de le combler. Au contraire, le mec va rajouter encore plus de hanf, c'est-à-dire encore plus de méchanceté envers ses filles, encore plus de torture, encore plus de choses horribles et tout ça. Et le garçon, lui, par contre, l'aîné, il vit normal. Mon père, il va acheter une petite épicerie, un petit hanout qui était jeune belbide, ça veut dire qu'il était à côté de la maison. Quand il rentre, le mec, ses sœurs, elle lui avait déjà préparé son plateau. Il lui dépose, il dit même pas merci, il mange, il se lève, elle les débarrasse, elle lui lave leur linge, son linge, parce qu'il n'y avait pas de machine à laver, elles font sa chambre, quoi. En fait, lui, c'est sultan, quoi, c'est un sultan, et elle, c'est les khadim, c'est les bounis. Bon, quelques temps maintenant, quelques mois se passent après le décès de la pauvre, Allah yarhamha, paix à son âme, de la maman. Et la plus grande des sœurs, qui à cette époque-là était âgée de 20 ans, elle va émettre une idée à ses autres sœurs. En fait, elle en a marre d'être dans la maison à rien faire. Et elle a eu une idée, elle s'est dit, ah tiens, si je faisais un business de pain. Elle dit à ses sœurs, on fait du pain maison et on le donne à notre frère, comme il a une épicerie, et il le vend, on fait un essai. Si ça fonctionne auprès des gens du quartier et tout ça, et qu'on a de plus grosses demandes, ça va nous faire des sous pour nous. Et quand, voilà, en fait, c'était le père ou bien le frère qui leur achetait, par exemple, les pauvres, c'était que des pyjamas, que des pyjamas, que des vêtements pour rester dans la maison. Elles ont dit, au moins, ce sera avec leur argent, elles pourront se faire plaisir et demander d'autres choses. Je te fais du pain, on fait un essai, tu le ramènes à ta boutique, tu le poses. Si les gens achètent et il y a un succès, c'est bon. Si ça marche pas, c'est pas grave. Le frère a dit ok, ok, ça me dérange pas, vas-y, faites-le. Elles ont commencé dès le lendemain matin. Elles ont pétri le pain, elles l'ont fait cuire, elles l'ont posé dans un plat et il a pris le pain avec lui à l'épicerie et il l'a posé sur une petite table. Et au fur et à mesure de la journée, les gens ils venaient et le pain il est parti
Le soir, quand il a fermé sa boutique et il est rentré, il a dit, ses sœurs, elles étaient là en train de l'attendre. Alors, ça a marché, ça n'a pas marché. Et le frère, il leur a dit, bah, ça marche, écoutez, bah, continuez à le faire, ça marche, les gens, ils en veulent. Donc, bah, pendant un temps, les filles, elles pétrissent le pain, elles font le pain, le font cuire, et le frère, le matin, chaque matin, il le prend, il le ramène à sa boutique, et même dans l'après-midi et le soir, les commandes, elles ont commencé à être plus grosses, jusqu'à que même le boulanger du quartier, bah, les gens, ils y allaient plus. Ils voulaient le pain de ces sœurs-là. C'était quelque chose qui était fait maison. C'est très propre. Voilà, les gens, ils voulaient ça et ils étaient plus rassurés de ce côté-là. Donc, ils ont eu un gros succès. Un matin, le frère, il se lève. Il se levait toujours un peu tôt pour aller ouvrir sa boutique. Et ce matin-là, en fait, les sœurs, elles avaient pris un peu de retard sur la confection de leur pain. Donc le frère, il leur dit, bon, bah finissez tranquille, le temps que moi, j'aille ouvrir la boutique et tout ça, et je repasserai dans peu de temps pour venir chercher le pain. Donc elles sont là, elles ont cuit, c'est bon, tous les pains là, ils sont finis, ils sont prêts, et ils attendent, et ils voient que le frère, en fait, il n'est toujours pas de retour. Donc la plus grande des sœurs, elle va avoir une idée. Quelle était cette idée? L'idée, bah, d'aller elle-même à la boutique de son frère, lui ramener le pain. Donc elle est partie chercher de quoi se couvrir. Elle a mis une abaya, elle a mis un châle comme ça vite fait sur ses cheveux, et elle prend le pain. Et ses sœurs, il la voit faire, et lui disent, mais tu fais quoi? Bah, je vais ramener le pain à la boutique et tout, il est toujours pas là, ça se trouve que le pauvre, voilà, il a trop de clients, il n'arrive pas à venir, donc voilà, je veux lui ramener. De toute façon, c'est aller-retour, c'est vite fait. T'es sérieuse? Tu vas sortir, tu vas oser franchir le seuil de la porte? Elle les regarde, elle dit, bah oui, c'est bon, ça y est, c'est juste à côté. En plus, là, il est tôt, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont me voir, parce qu'il faut savoir que même le père, il leur interdisait d'aller chez le Qara'ib, c'est-à-dire même les gens de sa propre famille à lui, ou bien de la famille de la défunte, la maman, et elles avaient droit d'aller nulle part que leur maison. Donc là, elle va franchir le seuil de la porte, elle va marcher dans la rue, et elle va aller à la boutique. Donc ses sœurs, elles ont dit, non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée, tu vas avoir des problèmes. La grande sœur a dit, mais non, vous inquiétez pas, des filles, vous inquiétez pas, j'y vais. Salam alaikum, et elle dépose le pain sur le comptoir de son frère. Son frère, quand il se retourne, il disait alaykoum salam. Il n'a même pas fini alaykoum salam de lui rendre son bonjour, de lui rendre son salam. Quand il l'a vu, il était choqué. Il fait le tour de son comptoir et lui dit, mais allô, tu fais quoi là? Tu fais quoi ici? T'es sorti, t'as osé sortir. Et elle lui dit, bah en fait, comme c'était déjà prêt et tout, et que je te voyais pas venir, bah je me suis dit peut-être que tu avais du monde et tout, et que bah, je te rendrais service. Il regarde s'il y avait du monde dans la rue. Il n'y avait personne. Il était quand même encore assez tôt. Et il attrape sa sœur, la pauvre, et il se met à la frapper. La frapper, et elle a tiré vers sa maison. Tout en la tirant, la pauvre, elle essaie d'esquiver les coups. Comme elle peut, elle crie, elle pleure. Et quand elle était en train de se débattre, bah, sa abaya, elle va comme ça s'ouvrir, et son sol, il va glisser. Et elle va se révéler que cette fille, elle est magnifique. Et il la rentre dans la maison. Et la pauvre, il l'a massacrée. Taper. Je t'ai suffisamment puni pour que tu n'aies plus jamais à l'avenir l'idée de franchir le seuil de la porte. Et j'ai pitié de toi, je ne vais même pas le dire à notre père, parce que si je le dis à notre père, sache que tu n'auras plus de jambes, il va te les couper. Et au vrai sens du terme, quoi. Donc elle a pleuré, elle lui dit, d'accord, pardon, t'inquiète pas, je ne referai plus jamais. Mais s'il te plaît, juste Esther Aley, cache à notre père, ne dis pas, s'il te plaît. Donc il lui dit, t'inquiète pas, je ne vais pas le dire, mais c'est la première et la dernière fois que tu fais ça. Il faut savoir que quand il y a eu la bagarre dans la rue, qu'il y avait un jeune homme qui a insisté à toute la scène, mais qui a tout vu, très bien vu, et qui a surtout vu la fille quand son châle est tombé et que sa abaya s'est ouverte,
comment elle était belle. Ce jeune homme en question, il était d'origine Turkménistan, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas il venait du Turkménistan et il habitait lui aussi depuis longtemps en Irak. Comment ça se fait? Dans cette maison il y a des filles, dans cette maison il y a des beautés pareilles. Il était choqué, surtout que lui, il connaissait très bien le frère, apprécié. Dans sa tête, cette fille, je me marie avec elle et je vais aller demander sa main. Donc un matin, il a bien réfléchi. Toute la nuit, il a fait que de cogiter. Les mots qu'il allait dire au frère de cette fille. Salam alaikum, alaikum salam, shlonek, kefek shhalek, comment tu vas, comment vas-tu, et tout ça, et tout ça. Donc le frère lui dit ça va, merci, toi comment tu vas, comment ta mère va. Il dit ça va, ça va. Il lui dit écoute, voilà, je suis venu te voir aujourd'hui pour te parler de quelque chose de très important. Donc le frère il l'écoute, il lui dit oui, oui, mais de toute façon t'inquiète pas, je t'apprécie beaucoup, je te connais depuis longtemps, donc vas-y, tu peux me demander n'importe quoi. Aujourd'hui si je viens te voir, c'est pour te demander la main de ta sœur. Il dit comment ça la main de ma sœur? Et d'abord comment tu sais que j'ai des sœurs? Donc là le mec il a commencé à bégayer, à flipper. Non en fait c'est ma mère qui était invitée chez des gens et on parlait un peu des gens du quartier et elle leur a dit mon fils il cherche à se marier et des gens du quartier lui ont dit bah la maison de un tel, ils ont 3 filles, on n'a jamais entendu des choses bizarres sur elles. Et voilà, donc c'est pour ça que je viens demander la main de l'une de tes sœurs. Tu sais très bien que je t'apprécie, tu sais très bien que je t'aime beaucoup, mais ce que tu me demandes là, c'est juste impossible. Sache que nous sommes d'origine kurde. Et dans notre famille, on tient à rester genre qu'entre nous. C'est-à-dire qu'on ne marie pas nos sœurs ou nos filles à des hommes qui sont pas kurdes. Et toi, tu es du Turkménistan. Donc non, on ne veut pas tisser des liens avec d'autres personnes qu'on ne connaîtrait pas. Donc voilà, ne le prends pas pour un manque de respect ou quelque chose, mais c'est non. Et un petit conseil, ne te dis pas parce que moi je t'ai dit non mais je suis le fils, genre oui je vais aller voir son père. Non, il lui a dit si tu vas voir mon père il va te démarrer, il va te défoncer, il va dire comment ça tu sais que j'ai des filles et comment ça voilà, prononcer cette idée là à travers ta bouche et genre il va te marave. Donc voilà, t'as bien fait de venir m'en parler à moi et on va faire comme si on n'avait jamais eu cette discussion. Mais tu me connais, tu sais très bien comment je suis, tu me vois très bien m'occuper de ma mère, tu sais que j'ai un bon travail, tu sais que j'ai une maison qui est très bien, je ne manque de rien, tatati, tatata. Le mec il lui dit écoute s'il te plaît, ne me fais pas mal à la tête, ce que je t'ai dit auparavant, non ça va pas changer. Donc là quand il a vu que le frère, il a dit non et qu'il commençait à s'énerver si il reparle encore de ce sujet-là, il a dit bon d'accord et il est parti. Sauf qu'il a dit au frère, oui d'accord, mais dans sa tête, il se disait, Wallah, je le jure que cette fille, si je m'appelle pas, il n'a pas donné son prénom, un tel, si je ne me marie pas avec elle. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il rentre chez lui et il va ouvrir le sujet, ce sujet-là, avec sa mère. Et sa mère, c'était une femme très âgée. Et il lui dit, maman, écoute-moi. Voilà. Et tu veux que je fasse quoi? Elle connaissait de qui il était en train de lui parler. Elle connaissait surtout la réputation du père. Donc elle sait que c'est quelqu'un qui a un cœur noir, qui tue quoi. Je peux rien faire mon fils, tu sais très bien eux comment ils sont. Moi, pauvre femme que je suis, avec toutes les maladies que j'ai et l'âge qui n'aide pas, je peux rien faire pour toi. Et il se met à pleurer, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui dit, écoute, s'il te plaît, regarde, eux, elles vendent du pain. Au lieu d'aller l'acheter à la boutique, prends ce prétexte-là, tu vas frapper à la porte, tu leur dis oui, que tu es venu pour acheter du pain, et il y aura une entame de conversation,
et essaye de savoir qui était la fille qui s'est fait battre tel jour par son frère, et tu lui proposes et tu lui dis que voilà, tu as un fils qui voudrait la demander en mariage et qui s'est passé ça et ça et ça, pour savoir son avis à elle. Il pensait que si la maman, si sa mère à lui allait parler, que la fille allait se rebeller face à son père. Le lendemain, la mère avec le fils, ils sortent de chez eux et ils vont direction la maison des 3 sœurs. Ils passent devant la boutique du père, ils voient qu'il est assis et qu'il est dans sa boutique. Et ils passent devant la boutique du frère et ils voient que lui aussi il est occupé avec des clients et tout. Ils montrent la porte de la maison des 3 filles, des 3 sœurs, à la mère, et elle part, elle toque. Quand elle toque, les 3 filles, elles vont à la porte. Elle parle à travers la porte, assalamu alaikum, la vieille dame qui répond alaikum salam, qui leur rend le bonjour et qui leur dit oui, est-ce que c'est cette maison qui fait du pain? Donc les 3 filles, elles disent oui, c'est bien ici, on fait le pain, mais excusez-nous madame, ne le prenez pas du tout pour un manque de respect. Mais c'est interdit, il nous est interdit d'ouvrir la porte. On ne peut pas vous ouvrir, on peut voilà, que parler qu'à travers la porte comme ça. Et si vous cherchez le pain, vous pouvez aller à la boutique de mon frère, elle est un peu plus loin, et vous lui achetez du pain là-bas. Ici, juste ici, on le fait, et c'est à la boutique de mon frère qu'il se vend. Elle dit, par contre, j'ai une autre question. Donc les filles lui disent, oui, allez-y madame. Elle leur dit, oui, la dernière fois, je sortais un peu tôt pour faire de la marche par rapport à mon cœur. Le médecin, il m'a dit de faire la marche tôt le matin. Oui, ok. Et j'ai vu l'une d'entre vous qui s'est fait malmener, qui était celle qui s'est fait battre par son frère. Et l'aînée, comme c'était elle qui s'était fait battre, elle va dire, ah non, genre c'est moi. Elle dit, ok, à toi, j'ai besoin de demander quelque chose et de te parler. Donc la fille, elle dit d'accord, vous pouvez me parler, allez-y. Elle dit à travers la porte, la vieille dame, il faut que tes sœurs, elles partent parce que ça te concerne toi. C'est bon, mes sœurs ne sont plus là, dites-moi ce que vous aviez à me dire. S'il te plaît déjà, ouvre la porte pour que je puisse te dire ça yeux dans les yeux. Non madame, franchement, je ne peux pas ouvrir la porte. Si jamais mon frère mon père arrive, déjà, rien que de parler comme ça à travers la porte, je risque gros, et vous aussi. Alors si j'ouvre, on est foutu. Il dit, bon d'accord, bon écoute-moi attentivement, mon fils, c'est lui qui m'envoie exprès chez toi. Mon fils, le jour où tu t'es fait battre et tout ça, il t'a vu dans la rue et il est tombé tout de suite amoureux de toi. Et il est parti voir ton frère, il lui a demandé ta main. Il a demandé ta main et ton frère, il a refusé parce qu'il a dit que... Et dès qu'elle a entendu demander la main, la fille, elle a ouvert la porte. Et là, la vieille dame reste... Msdo m'a choquée de la beauté. Demander ma main, ma main à moi? Oui, oui, ta main à toi. Mais ton frère, il a dit que vous, dans votre famille, vous restez qu'entre Kurdes. Et nous, on est du Turkménistan. Donc, voilà, il a refusé. Et mon fils, il a la tête dure et il a dit qu'il va se marier avec toi. Mais voilà la porte de sortie de cet enfer. Il est où votre fils? Elle dit, ouais, il est plus loin là-bas, il surveille au cas où ton père ou ton frère arrive. On a un petit signal et voilà. D'accord, bon, écoutez, il faut que je voie votre fils. Il faut que tu vois mon fils. Oui, il faut que je voie votre fils. Si lui aussi, genre, il va me plaire. Et lui dire, voilà mes conditions. Elle lui dit, tu veux que je le ramène quand? Elle lui dit, vous venez demain à la même heure. Le lendemain matin, le mec avec sa mère, ils font le même scénario. Il passe devant la boutique du père, il voit que voilà, il bosse. Et devant la boutique du frère, il bosse aussi. Donc c'était un moment opportun. Et la vieille dame qui arrive devant la porte, qui frappe, et dès qu'elle a entendu toquer, elle va ouvrir la porte. Elle en trouve comme ça, elle voit le mec. Ça y est, elle aussi, elle tombe amoureuse. Parce qu'il avait apparemment des yeux bleus, trop beaux, et il était brun, le mec, il était beau gosse, grand, voilà. Donc là, la vieille dame, elle dit à son fils, vas-y, reste là, mais n'abusez pas trop. Et moi, je vais faire le guet. Les voilà réunis à parler devant la maison des 3 sœurs.
Il lui dit voilà, moi je t'ai vu le jour de ça, je voulais vraiment venir à ton aide et tout, mais j'avais peur que ton frère ait une réaction parce que je sais que voilà, quand il veut être violent, il peut être très violent. Et j'ai été tout de suite lui demander la main, mais voilà ce qu'il m'a dit. Elle dit oui, ta mère hier m'a tout bien expliqué. Et c'est vrai, dans notre famille, on se marie pas si c'est pas des Kurdes, et surtout c'est mon père qui va choisir, parce qu'il avait même choisi pour ses tantes, pour les sœurs du père. Et donc, voilà quoi. Mais elle lui dit, tu sais quoi? Restons à parler comme ça quelque temps. Et si ça match, je serai prête à faire vraiment une folie pour toi. Ils vont rester quelques semaines avec ce système-là. Et un jour, la fille, elle a pris une décision. Quand le mec, il vient la voir, elle lui dit, écoute, toute la nuit, j'ai cogité, toute la nuit. Et franchement, je peux plus vivre ici. Voilà. Elle voyait parfois, quand elles arrivaient à regarder par la fenêtre, des filles qui avaient leur âge, mais qui avaient évolué. Celle qui avait eu son diplôme, celle qui s'était mariée, celle qui travaillait, celle qui vivait, quoi. Et elle dit, moi, je veux vivre, en fait. Je veux vivre, je veux pas rester comme ça. J'ai décidé. Il lui dit, t'as décidé quoi? Elle lui dit, j'ai décidé. Ce soir, tu vas m'attendre à telle place. Et je vais m'enfuir avec toi. Je suis prête à tout pour toi. Je veux être avec toi. Je veux plus vivre ici. Il lui dit, d'accord. Mais elle lui dit, écoute, c'est pas là, tu me dis d'accord. Et à la dernière minute, tu te dégonfles. Parce que moi, une fois que si tu me dis c'est ok, je sors d'ici. Sache que c'est mon arrêt de mort. Donc, il faut vraiment que tu sois sûr de toi, que tu m'attendes à telle place. Et on se taille, on bouge. Je dis, écoute, je ferai tout pour toi et je ferai tout pour être avec toi. Et je te mettrai pas de lapin, je te ferai pas de sale coup. Je t'attends là où tu m'as dit et on part. Moi aussi, j'ai envie d'être avec toi. Donc le soir arrive. Toute la journée, elle se comportait normalement. Chacun va dans sa chambre. Le père et le frère, leur chambre, elle était à l'étage. Et là, les filles, elles étaient dans une même chambre au rez-de-chaussée. Et elle attend que toute la maison soit vraiment dans le sommeil profond. Et elle va se lever tout doucement, mettre sa habaya, mettre un châle, laisser tout, partir avec rien, si ce n'est la photo de sa mère. Elle ne laisse pas de courrier, rien du tout, même pour ses sœurs, pour leur expliquer quoi, son geste, un well ou rien. Et elle marche sur la pointe des pieds jusqu'à la porte d'entrée. Elle ouvre tout doucement les verrous. Et elle met le premier pied dehors, le deuxième. Elle regarde comme ça si les voisins, il n'y a personne qui est aux fenêtres et tout ça. Il n'y a personne, tout le quartier dort. Elle tire la porte doucement. Elle avait ses sandales comme ça, à la main. Et elle court pied nu, tac, 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 jusqu'à l'endroit où elle avait donné rendez-vous au mec. Et quand elle arrive, elle voit que le mec, il est là. Il l'attend, en train de fumer une cigarette, mais ça se voit qu'il est vraiment stressé. Elle ouvre la portière de la voiture, elle se jette dedans. Elle lui dit, Yallah, allez, démarre, démarre, démarre. Le lendemain matin, comme c'est elle l'aînée de la famille, c'est elle qui se levait toujours avant tout le monde et qui faisait le petit déjeuner, qui chauffait l'eau pour les ablutions de son papa, qui faisait tout. Le papa, là, il voit que son petit déjeuner est tard, que c'est pas comme d'habitude. Il commence à avoir un pressentiment. Donc il va réveiller son fils et il lui dit il y a quelque chose qui cloche parce que ta sœur, elle n'est pas venue me réveiller comme d'habitude et je sens pas l'odeur du café comme d'habitude, il y a quelque chose. Va voir si elle n'est pas malade ou s'il n'y a pas un problème. Donc le fils, il descend dans la chambre des filles, il rentre, il voit que les deux autres, elles sont réveillées, que leurs lits sont défaits, par contre que l'autre, son lit, il est fait au carré. Parce que pour lui, sa sœur, en fait, elle avait l'habitude toujours, dès qu'elle se levait, elle faisait son lit. Donc, pour lui, elle est dans la maison. Donc, il appelle, mais aucune réponse. Il retourne dans la chambre de ses sœurs et leur demande, ouais, elle est où un tel? Donc, elles aussi, elles ne savent pas, les pauvres. Elles ne savent rien.
Donc elles lui disent, bah, je sais pas, monte sur le toit de la maison, peut-être qu'elle est en train d'étendre de linge ou quelque chose et qu'elle t'entend pas. Donc il monte sur le toit de la maison, sur le stah, et il voit que Mako, Mafi Ahad, qu'il n'y a rien, il n'y a personne. Il dit à son père, écoute, j'ai cherché partout, elle est nulle part. La chienne l'a fait. Et le fils, il est choqué, comment ça la chienne l'a fait? Elle a fait quoi? Il dit, ouais, elle est partie. Si elle est nulle part, elle est partie. Donc le père, il est enragé, le frère, il est enragé. Et toute cette rage, toute cette colère, qui va la subir, selon vous? Les deux petites sœurs, les pauvres. Le père, il leur dit, dites où ce soir je vous tue, dites où aujourd'hui je vous enterre vivante, dites, elle est où votre sœur, partie où? Et Lani, et les pauvres, elles qui pleurent et qui disent, qui jurent, Wallah, manadri yaïba, Wallah, manadri walashi. Je te jure, papa, sur Dieu, qu'on ne sait pas où elle est. Je te jure, papa, je ne sais pas où elle est. Vous vivez H24 ensemble. Vous dormez dans la même chambre. Et la mata sahabat, quand elle s'est levée, tout doucement, quand elle s'est faufilée, genre, vous avez rien vu, vous avez rien remarqué. La plus petite des sœurs, la pauvre, elle va parler, elle va dire, par contre, il y a quelque chose. C'est la pauvre, elle était comme ça. Il y a quelques semaines, elle était devenue bizarre. Il y avait quelqu'un qui venait toujours la voir. Au début, je crois que c'était une vieille femme. Après, c'était quelqu'un d'autre, mais on ne sait pas si c'était une femme ou un homme ou quelque chose. Bref, voilà. Il dit à ses filles, c'est qui cette dame? C'est qui cette dame? Et les filles, elles ne savent pas. Elles disent, on ne sait pas. On sait juste que c'est Eyouz. Eyouz, ça veut dire c'est une vieille femme, mais on ne sait pas c'est qui. Donc, le père et le fils, ils cherchent partout. Chaque ruelle, chaque rue, chaque quartier, rien. La Attar, aucune trace. Après quelques temps, voilà, 3 jours de recherche de leur côté, ils vont décider d'aller ballar à la police, c'est-à-dire d'aller faire une plainte à la police, d'aller signaler une disparition et tout ça. Le père avec les nerfs qu'il a eu, il va avoir un AVC. Et tout son côté droit, il va se retrouver mchloul, voilà, bloqué comme ça d'un côté avec la bouche de travers, mais qui continue quand même à parler et tout. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le frère? Il va monter sur le toit de sa maison et apparemment, ça se faisait beaucoup à l'époque, mais ils disent aussi que ça se fait encore, malheureusement. Il va accrocher un drapeau noir sur le toit de la maison, à la vue de tout le monde. Et ce geste-là veut dire quoi? Ce drapeau noir hissé comme ça par la famille des personnes qui habitent dans cette maison veut dire qu'il y a eu un har dans la maison, c'est-à-dire qu'il y a eu un déshonneur. Et le fils jure en hurlant que ce drapeau noir ne sera pas décroché tant que il n'aura pas retrouvé sa sœur et qu'il viendra, une fois qu'il aura lavé, comme il dit, son honneur, c'est-à-dire genre tuer sa sœur, il mettra un drapeau blanc et les gens sauront, quand il y aura le drapeau blanc, que l'honneur de la famille a été lavé. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, pas de nouvelles. Donc un jour, il y a un mec qui vient le voir à la boutique, un ami à lui, et qui lui dit, non mais attends, poto, c'est pas possible. Tu peux pas me dire que t'as pas retrouvé ta soeur. Tu peux pas me dire que tu sais pas elle est où. Le mec il lui dit, écoute, j'ai retourné jusqu'à même les montagnes, je l'ai pas trouvée, je sais pas elle est où. En tous les cas, j'ai cherché partout, je la trouve pas. Il dit, mais attends, c'est pas possible qu'elle ait connu quelqu'un, qu'elle ait eu un mec et peut-être il s'est foutu de sa gueule et qu'elle a eu peur et elle s'est sauvée, tatati tatata. Mais elles n'avaient même pas le droit de sortir. Elles n'avaient même pas le droit de regarder juste par la fenêtre, respirer l'air extérieur. Elles connaissent que l'air de la maison, l'oxygène de la maison. Vas-y, pense à un truc, réfléchis, essaye de réfléchir. Et là, ça lui fait traîner dans sa tête. Il dit, ouais, par contre, il y a quelques mois de ça, il y avait un mec qui est venu demander la main de ma soeur. Mais je lui dis, nous, on est kurdes, toi, t'es du Turkménistan. Et le mec, il dit, mais voilà, mais t'aurais dû commencer par là.
Il dit non, je pense pas. Il dit écoute, obligé, il y a un lien, obligé. Ça se trouve, le mec, il n'a pas accepté et il a réussi à avoir ta soeur et tout ça. Et ça se trouve, elle s'est barrée avec lui. Ouais, mais je sais pas, il habite où et tout. Voilà, je sais qu'il est du quartier, mais sa maison précisément, je sais pas. Le mec, il dit Turkménistan. Il lui dit ouais. Il lui dit mais moi, je sais où il habite. Viens, je te ramène. Et il lui montre la maison et le mec, il se barre. Il arrive, il va même pas frapper à la porte. Il défonce la porte, il rentre. Il trouve qui dans la maison? Il trouve la mamie, la vieille dame. Et la vieille dame, la pauvre, avec la panique. Il lui a posé aucune question, mais elle va tout balancer. Ah, moi j'ai rien à voir, hein. Moi j'ai rien à voir, hein. Je lui ai dit, cette histoire ça va t'attirer que des problèmes. Et que c'était une mauvaise idée. Et j'ai essayé de le retenir le soir où il est parti avec ta soeur, mais il n'a pas voulu m'écouter et ils sont partis et voilà. Et je sais pas, ils sont où? Alors là, le mec, il était choqué. Il lui a posé aucune question, mais elle a tout déballé. Donc, il lui dit, ah, depuis tout ce temps-là, tu savais qu'est-ce qui était arrivé à ma soeur. Tu sais, ma soeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Et t'as rien dit. Il s'approche de la vieille, il prend un oreiller, il met sur son visage et la pauvre, il l'étouffe. Et elle meurt comme ça. Et il la laisse et il s'en va. Il regarde, personne dans le quartier ne l'a vu. Et personne ne l'avait même vu rentrer. Il rentre chez lui, il explique tout à son père. Le père, il est enragé. Il lui dit alors, et elle, tu lui as fait quoi? Il lui dit, j'ai pris un oreiller, je l'ai étouffé. Le père, il dit, ok, personne t'a vu. Il dit, personne m'a vu. Quand t'es rentré, personne. Quand t'es sorti, personne. Il dit, c'est bon. Quand ils vont la retrouver, ils vont croire, comme elle était vieille et malade, qu'elle est morte. Moudallah, genre une mort, la mort de Dieu, une mort naturelle. Maintenant, on sait avec qui elle est, mais on ne sait pas où elle est. Il veut absolument tuer sa sœur et tuer le Turkménistan. Donc, il va chercher aux alentours et tout, mais aucune trace. Entre l'événement où il a tué la pauvre mamie et tout, 10 ans. 10 ans. Jusqu'à que même le drapeau noir, en fait, il restait qu'un petit morceau comme ça, avec le temps. 10 ans après, le père est toujours dans le fauteuil roulant. Les filles ont grandi et elles sont toujours et encore plus prisonnières que jamais. Et le frère, il s'occupe de la boutique de son père. Il a mis quelqu'un d'autre à la place de son père. Et il est lui toujours dans sa boutique dans le quartier. Et un jour, il y a un ami à lui qui va venir le voir. Il parle de tout et de rien. Et au bout d'un moment, il lui dit, ah oui, en fait, t'as jamais eu de nouvelles de ta sœur et tout? Il lui dit, s'il te plaît, ne me parle pas d'elle. On est 10 ans après, pourquoi tu remets ça sur le feu? Et si je te dis que je savais et que je sais où ta sœur se trouve? Et il y a toujours comme ça, excusez-moi du terme, des connards qui, voilà, aiment faire ce genre de révélation alors qu'on leur a rien demandé. Le frère, il dit, arrête, on est 10 ans après. Comment toi, tu peux savoir où ma sœur elle est alors que c'est ma sœur et moi, je le sais même pas? Il lui dit, écoute, j'étais partie à Sulaymaniyye. Alors, Sulaymaniyye, c'est une ville qui est avec la frontière du Kurdistan, je crois, kurde, avec la frontière kurde là. Et il y a beaucoup de Kurdes là-bas dans cette ville. Mais cette ville, elle est en Irak. Je vais vous mettre. Et de Bagdad jusqu'à Sulaymaniyye, il y a 5h13, je crois, de voiture. Genre 10 ans, et ma soeur elle se trouve juste à 5h13 de moi. Il lui dit, mais comment tu sais que c'est ma soeur? Il lui dit, écoute, j'étais à Sulaymaniyye, j'étais dans un marché où il banne et apparaît le Turkménistan. Et il était en train de faire ses courses. Et il était accompagné d'une femme, mais la femme, je ne voyais que ses yeux, parce qu'elle a le niqab.
elle est complètement couverte. Et lui, je l'ai reconnu. Ça m'a fait mal à la tête. Ouais, et t'as fait quoi? Bah, ce que j'ai fait, c'est que je les ai suivis. Il m'a pas remarqué que j'étais en train de le suivre. Et je l'ai suivi. Tu l'as suivi jusqu'à où? Bah, ils ont fini leur course au marché. Et ensuite, ils sont rentrés dans un quartier avec plein de maisons. Et ils sont rentrés dans une maison. Le frère, il dit, ok, mais comment tu sais si la meuf, elle avait un niqab, tu peux pas savoir si c'est ma soeur. Il lui dit, attends. Et là-bas, il y avait des voisins. Il dit, ok. Et donc, j'ai demandé aux voisins, qui est ce mec? Et les gens m'ont dit que lui, c'est un mec qui vient de Bagdad et qui vient plus précisément du quartier Al-Fadl. Et qui est venu il y a 10 ans de ça, avec sa femme, qui est très gentille et tout. Elle, c'est une Kurde. Et là, mon ami, je savais, et j'en étais convaincue, mais là j'étais sûre, que c'était, et que c'est ta sœur. T'es sûr de toi? Il lui dit oui. Et tiens, il sort de sa poche l'adresse et tout, si tu vas aller voir ta sœur. Il rentre dans la chambre de son père, il ouvre l'armoire, il y a un coffre en bois, il l'ouvre, qu'est-ce qui sort? Un pistolet. On m'a retrouvé ma sœur. Et enfin, au bout de 10 ans, je vais pouvoir monter, mettre le drapeau blanc sur le toit et laver notre honneur. Il lui dit, t'es sûr que c'est ta sœur? Donc il lui raconte comme ce que son pote lui avait raconté dans tous les détails. Le père, il lui dit, tu sais quoi? Va, ramène-la, mais je t'interdis, si tu veux rester mon fils, que tu la tues. Tu la ramènes. C'est moi, je veux la tuer. Je vais lui faire la misère de ces 10 ans qu'elle m'a cloué dans un fauteuil roulant. Et lui, en parlant du mari de sa fille, tu le tues. Comme tu as tué sa mère, tu le tues. Et elle, tu la ramènes. Et je vais m'occuper personnellement de son cas. Il prend sa voiture et il y va. Il y va. Et il arrivera tard la nuit dans cette rue. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans la maison. Et sa sœur, au même moment, la pauvre, elle était dans l'étage du bas parce que c'était une maison à 2 étages. Et quand elle a vu, elle était choquée. Elle a bloqué, elle a bugué, elle a hurlé. Il lui a même pas laissé le temps de crier pour que au moins les gens, les girans, les voisins aient le temps de comprendre qu'il y avait un gros problème. Il lui met la main sur la bouche et elle la tape. Il était tellement choqué, la pauvre, tellement à 10 000 km de s'imaginer que son frère, cette nuit-là, va apparaître, tatati, tatata, et qu'est-ce qu'il allait lui faire, que la pauvre, avec la peur et tout, en fait, elle perdait connaissance. Et après, elle se réveillait. Avec l'écho aussi qui lui mettait à perdre des connaissances, la pauvre. Et à un moment donné, quand elle a perdu connaissance, pour je ne sais la combienième fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une pierre qui était là, qui recouvrait, je pense qu'ils avaient posé, vous savez, sur les égouts et tout, et on pose toujours une grosse pierre. Il a pris cette pierre, et Cappuccinette, je suis désolée pour le détail, mais pour que vous compreniez pour la suite de l'histoire, qu'est-ce qui va se passer. Il va prendre cette pierre et il va taper comme ça sur les pieds de sa sœur tout en criant, voilà les pieds qui nous ont ramené el-har, c'est-à-dire la honte, qui nous ont ramené le déshonneur, voilà. Et il a tapé comme ça, et ça faisait la pauvre en enfer. Il va casser les pieds, c'est simple. Il la laisse comme ça étendue après avoir fini ce chien, ce qu'il lui avait fait, et il monte à l'étage et il cherche le mari, il le trouve pas. Il redescend et dit c'est pas grave, au moins elle je l'ai. Et il prend sa sœur, il la met comme ça sur son épaule et il sort, il marche. Et à un moment donné, il va entendre hey, revenez là, hey, lâchez-la. Le mec il a sa sœur comme ça, il se retourne et il voit quoi? Il voit une petite fille. Il lui dit tu veux quoi toi? Elle lui dit relâchez-la. Il lui dit pardon, relâchez-la. T'es qui toi? Je suis qui moi? Je suis sa fille. Ah, comment ça t'es sa fille? Ouais, c'est ma mère. T'as quel âge? J'ai 10 ans. Ah,
t'es sa fille. Oui, c'est ma mère. D'accord. Il ouvre le coffre, il met sa sœur dans le coffre et il prend sa nièce, il la met à l'arrière de la voiture, et il part. Il arrive chez lui tôt le matin et il rentre sa sœur dans la maison et ils vont l'enfermer dans une pièce. Il y a une toute petite fenêtre et il lui attache les mains, il lui attache les pieds alors que les pieds sont dans un état horrible. Le père il vient la voir, il lui crache dessus, il lui insulte et elle qui pleure et qui supplie: relâchez-moi, laissez-moi partir auprès de mon mari, laissez-moi partir avec ma fille. Il lui dit: t'oses encore la ramener, l'ouvrir, parler, et que le frère il la tape jusqu'à que le père il dit: basse, genre stop, c'est bon, il faut en laisser pour les jours à venir. Psychopathe. Si l'une de vous, elle lui prodigue des soins, elle lui ramène à manger, elle lui ramène à boire, son état à elle, l'état dans lequel on va vous mettre vous serez en train de l'envier. Le père était tellement heureux que sa fille elle soit là, que c'est lui-même qui va dire à son fils: monte-moi mettre le drapeau blanc. Et le fils qui porte son père et qui monte avec lui jusqu'au toit de la maison et il hisse le drapeau blanc. Et les gens, là, le matin, en se levant, ils ont vu que l'honneur de cette famille, il a été lavé. Le père, il était tellement content que lui, il a dit à son fils de commencer à le sortir, même carrément à sa boutique. Ça fait, il y avait des moments où il n'y avait ni le monstre de père, ni le monstre de frère dans la maison. Et au fil des jours, avec la violence qu'il lui avait fait dans les pieds, ça va commencer à créer comme du pu. Bah oui, parce qu'il lui mettait rien du tout, il lui mettait ni pommade, ni médicaments, ni rien sur ces plaies-là. Les sœurs, elles essayaient tant bien que mal, les pauvres, de faire des petites recettes maison, lui mettre sur ses blessures, mais rien du tout. Elle souffrait. Et ça va gangréner. Et il n'y aura pas le choix que de l'emmener à l'hôpital. Ça avait tellement pris de l'ampleur, ces blessures, ils avaient laissé ça tellement traîner qu'il n'y avait plus rien à faire, si ce n'est amputer. Donc la fille, la pauvre, elle s'est retrouvée amputée de ses 2 pieds, de ses 2 jambes. Et Miskina, la pauvre, elle va tellement pas supporter ça que elle va devenir folle, mais au vrai sens du terme. Elle va perdre l'esprit, perdre la boule, tout ce que vous voulez. Elle retourne à la maison, mais c'est plus du tout la même. Il va commencer à avoir une révolution dans cette maison. Et qui va mener cette révolution? Selon vous, c'est la petite fille. Sa fille, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Nour. Et Nour, c'est quoi en arabe? C'est la lumière. C'est elle qui va faire la révolution. Elle va aller voir son oncle, elle va lui dire: écoute, t'as sorti, elle a 10 ans, t'as sorti ma mère de l'hôpital et à cause de toi, elle n'a plus de pied, à cause de toi, elle n'a plus d'esprit, elle est devenue folle. Mais tu sais quoi? Tiens, l'ordonnance qu'ils nous ont donnée à l'hôpital, tu vois, tu lui ramènes les médicaments. L'oncle, il ne le montrait pas, il ne l'avait pas dit. Mais il a eu dans son cœur un amour pour la petite. Et là, il va vouloir bégayer, lui dire: hey, c'est toi qui as fait ça, ma mère. C'est toi qui as rendu comme ça, ma mère. Donc, tu lui ramènes les médicaments. Il n'avait pas le choix. Il s'exécutait. Et le grand-père, c'était pareil. Il aimait la fille. Il ne comprenait pas. Surtout qu'il détestait, on va dire, la mère et le père. Ils avaient une haine et une rage envers eux. Jusqu'à même la folie. Mais la petite, ils ne comprenaient pas pourquoi elle était rentrée par force dans leur cœur. La pauvre, la maman, elle ne reconnaissait plus personne. Elle était folle, elle pleurait, elle criait. Des fois, elle était lucide, des fois pas lucide. La seule personne qu'elle laisse s'approcher d'elle, lui faire la toilette, lui donner à manger, lui prodiguer les soins, c'est Nour. Que Nour qui a droit de s'approcher d'elle. Et Nour, malgré ses 10 ans, elle va
s'occuper très bien de sa maman. Quelque temps après, elle avait vers 11-12 ans maintenant, elle va aller voir son oncle un jour, elle va lui dire, écoute-moi. Il lui dit oui. Elle lui dit, moi avant, quand j'étais à Souleymaniye, j'allais à l'école. Il lui dit, ouais. Il lui dit, moi j'allais à l'école, j'étais une très bonne élève, j'avais que des bonnes notes. Ou ana andi tomouh. Et moi j'ai des rêves et j'ai des ambitions. Il lui dit, ouais. Elle lui dit, donc, demain tu vas aller m'inscrire à l'école. Il la regarde, il rigole, il dit, quoi? Tu rêves toi? Comment ça je vais t'inscrire à l'école? Elle lui dit, tu vas aller m'inscrire à l'école et je te laisse pas le choix. J'ai besoin de finir mon éducation, j'ai besoin de m'instruire parce que quand je veux grandir, je veux devenir médecin depuis que je suis petite. Mon rêve, c'est de devenir médecin. Donc, il faut que si je veux devenir médecin, pour ça, il faut que j'aille à l'école. Et il faut que tu ailles m'inscrire à l'école. Il lui dit, non, nous, on n'a pas de fille qui va à l'école ou bien qui sort de la maison, tatati tatata. Il lui dit, hey, t'es l'oncle côté maternel. Si tu étais côté paternel, je te respecterais parce que je te considérerais comme mon père. Mais tu n'es pas côté paternel, tu es côté maternel. Et je ne vais pas lâcher l'affaire. Et ne dis pas que l'école, ça ne sert à rien. Quand tu as des lettres à lire, tu viens vers qui? Tu viens vers moi. C'est moi qui te lis les courriers, qui te fait les comptes. Donc tu vas et tu vas aller m'inscrire à l'école. Et il la regarde. Et il voit que c'est mort, elle ne va pas lâcher l'affaire. Il lui dit d'accord. Il lui dit, c'est bon, je t'ai inscrit à l'école, donc demain tu pourras y aller. Elle le remercie, il lui dit d'accord. Le lendemain, elle se lève plus tôt que l'heure de l'école. Pourquoi? Pour pouvoir s'occuper de sa mère. Elle lui fait la toilette, elle lui change la couche, la pauvre, elle lui met une couche propre, elle la paie, elle donne son petit déjeuner, elle lui donne ses médicaments et elle lui dit, aujourd'hui je vais aller à l'école, tatati tatata, et quand je reviens, je m'occupe de toi. Elle faisait toujours comme ça, d'accord. Et elle restait, sa fille, elle lui disait, tu restes sage, ne crie pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et la maman, la pauvre, elle restait tout le temps ça, jusqu'à, ça fait trop mal au cœur. Mais, excusez-moi, ça m'émeut. Jusqu'à que la petite Miskina, la pauvre, est rentrée de l'école, elle faisait même pas tout de suite les devoirs. Sa priorité, c'est sa mère. Et les tantes, ils voient que tout ce que la petite, elle demande, elle a. Donc, ils vont commencer à aller voir leur nièce et, par exemple, passer par elle pour dire, tiens, qu'il nous manque telle chose pour qu'il ramène. Parce que si c'est nous, il va nous engueuler, il va nous parler mal, il va nous maltraiter. Alors que quand ça passe par toi, je ne sais pas pourquoi il accepte, ça passe. Et la petite, elle disait d'accord. Elle donnait aussi beaucoup d'amour à ses tantes, en plus de sa mère. Un jour, il y a un directeur d'une usine de jouets connue et qui est apparemment encore de nos jours ouverte, qui va aller à l'école de Nour, demander à la directrice si ils auraient dans leurs élèves une petite fille, voilà, qui est très éveillée, qui parle franchement, qui est intelligente et tout, pour venir tester à l'usine les jouets et donner vraiment son avis sans langue de bois, dire moi j'aurais fait comme ça, il faut ajouter ça, il faut enlever ça, etc. etc. La directrice, elle n'a même pas cherché midi à 14h. Elle dit, dit, genre elle là, cette petite, c'est celle qu'il vous faut. Et le directeur, il va parler avec la petite. D'accord, il n'y a pas de problème. Il s'est payé combien? Le mec, il est choqué. Petite comme ça, elle sait parler d'argent et tout. Donc il lui dit, je te passerai tant et tout et tout. Et ça convient à la petite. Et la petite, elle dit, je commence quand? Il lui dit, demain. Elle dit, d'accord. Il lui donne l'adresse de son usine de jouets. Et il part. Elle va à l'école. Et au lieu de rentrer chez elle, elle va passer à l'usine. Et elle arrive, c'est une grande usine et tout. Elle rentre dans un très beau bureau. Le mec, il avait tout préparé, goûté et tout pour la petite. Et là, les ouvriers commencent à rentrer avec le prototype des jouets. Il les pose devant elle et elle fait ce que le mec attendait d'elle.
elle examine, elle joue un peu, elle voit comment elle malmène les jouets, si ça va tenir. Très intelligente. Elle va rester là-bas 2-3 heures. En partant, le mec il était super satisfait. Il dit à ses ouvriers, elle là, vous la respectez comme vous me respectez. En plus, le patron de cette usine, il avait entendu l'histoire de sa maman. Il avait une forme d'empathie envers la petite et il voulait, voilà, aider, contribuer. Ce qui va se passer, c'est qu'en partant ce jour-là, il va lui donner de l'argent, mais plus que de ce qu'ils avaient convenu ensemble. Et ce qu'elle va faire, la pauvre, elle va partir au marché, elle va faire les courses, tout ce qui est légumes, fruits, viande, et elle va acheter un cadeau pour sa maman. Elle va acheter un cadeau pour ses 2 tantes. Et elle rentre chez elle. Elle n'achète rien pour elle, que pour ses tantes et sa mère. Et elle passe à la pharmacie. Et elle prend ce qui manquait. Elle arrive devant chez elle, comme ça avec son cartable et les sachets de courses. Et elle arrive en même temps que qui? Que son oncle. Et son oncle, il la voit comme ça, chargé et tout. C'est quoi ça? Elle lui dit, bah ça c'est ce que j'ai acheté au marché. Et là il y a un peu de médicaments pour ma mère. T'as eu où l'argent? Tu m'as volé. Elle lui dit, jamais. Ma mère elle m'a pas éduquée pour que je vole. Tu les as eu comment l'argent pour acheter tout ça? Elle lui dit, bah je travaille. Ah, Darlene, tu travailles? Toi t'es une malade. Bon déjà, j'étais pas d'accord pour que tu ailles à l'école. Mais là, tu vas à l'école et tu travailles. Mais tu te prends pour qui? Il a commencé à vouloir l'embrouiller. Il lui dit, on rentre à la maison, pas devant les voisins. J'aime trop cette fille. Donc, ils rentrent dans la maison. Ils vont dans le salon et continuent à vouloir l'embrouiller. Elle lui dit, écoute. Moi, j'ai besoin de subvenir à mes besoins et aux besoins de ma mère. Toi, c'est vrai. Je mange à ma faim et tout ça. Mais j'ai besoin de plus. Et ma mère aussi, ses médicaments et tout ça, c'est cher. Je lui dis, mais toi, t'es une malade. T'es une malade. Et genre, t'as pas de tuteur. C'est la fête. Elle lui dit oui. Et elle lui dit, bon, tu sais quoi? Pour te rassurer, demain, quand je finis l'école, attends-moi devant l'école, à la sortie, et je vais t'amener à l'usine et tu vas parler avec le patron. Donc le lendemain, après l'école, elle retrouve son oncle qui est venu la chercher. Et ils partent ensemble à l'usine. Et devant l'usine, le patron, il était en train de l'attendre. Il était en train d'attendre Nour. Il a commencé à vouloir faire le kéké devant le patron. Et le patron, il va dire, attends. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, viens. Il le fait rentrer dans l'usine. Il le fait rentrer dans son bureau. Il lui montre qu'il y avait des gens. Voilà ce qu'elle fait. Il lui dit, reste. Il lui dit, Nour, va faire ton travail. La petite, elle dépose son cartable et elle commence à travailler. Il lui dit, voilà, est-ce que je suis en train de la maltraiter? Est-ce qu'on est en train de la maltraiter? Est-ce qu'on est en train de lui faire des choses qui sont pas bien? Est-ce que ici, est-ce que ça? Il lui dit, écoute, moi j'ai entendu l'histoire, je sais qu'est-ce que tu as fait et tout ça, j'ai peu de respect pour toi. Par contre, la petite, elle est là pour sa mère et si je peux aider, je la considère comme ma fille. Il dit rien, l'oncle. Il lui dit, tu sais quoi, bon, pour te rassurer peut-être, parce que l'oncle, il lui avait dit, oui, mais on a peur, si elle rentre toute seule, à Nanani, c'est pas comme si elle va rentrer avec ses camarades. Il lui dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, elle aura un chauffeur qui vient la chercher à l'école pour la ramener à l'usine, et de l'usine, il la ramènera directement chez vous. Ça te convient comme ça? L'oncle, il dit, ça me convient. On va rester comme ça jusqu'à l'âge de 15 ans. Ça y est, elle a grandi et tout, et va venir le moment où le karma va faire son travail. Donc, vous êtes tous au courant qu'avec l'Irak et les États-Unis, il y a eu une guerre. Un jour, l'oncle, il va être dans son épicerie et que une bombe va tomber dans son épicerie et va le blesser gravement. Il va perdre connaissance, crier jusqu'à perdre connaissance. Emmené directement à l'hôpital. Salle d'op, plus rien à faire. Seule solution, l'amputation. Et quand il va se réveiller plus tard, en salle de réveil, et s'apercevoir qu'il a plus de jambes, tout comme elle, perdre l'esprit,
tellement que c'était une douleur de plus avoir de pieds et de jambes. Quand Nour, à l'hôpital, pour savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il avait, et que les médecins vont leur expliquer la seule solution, c'était l'amputation, Nour, elle était choquée. Mais Nour, elle s'est dit, ça c'est Dieu qui lui a rendu l'appareil de ce qu'il a fait endurer à ma mère. Et encore pire, quand les médecins ils vont leur dire qu'il n'a pas du tout supporté la nouvelle, accepté la nouvelle, et qu'il avait perdu l'esprit, c'était encore plus clair à ses yeux. Après l'avoir bien soigné pendant quelques temps, les médecins leur disent que c'est bon, il était éligible à sortir de l'hôpital. Donc, il faut savoir aussi que le jour où la bombe est tombée dans son épicerie, quand il a entendu ça, qu'il y avait une bombe qui est tombée dans l'épicerie et qu'il était gravement blessé et qu'il ne savait pas en fait s'il était vivant ou mort, il a tellement mal supporté cette nouvelle et tellement paniqué, regardez que son cœur, il a lâché. Le bourreau s'en était allé. Là, qu'est-ce qu'elle va faire Nour quand le médecin lui dit c'est bon, tu peux venir chercher un tel, il peut rentrer à la maison. Elle va aller dans la chambre de son oncle. Elle va prendre son lit. Elle va le monter dans la chambre où sa mère est. Et le poser juste à côté du lit de sa mère. Sa mère, la pauvre, elle est dans un autre monde. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle regarde juste Nour qui est en train d'installer un lit, mais elle ne comprend pas pourquoi. Et Nour qui prend un taxi avec ses tantes et qui vont chercher son oncle à l'hôpital et qui le ramène à la maison, qui a complètement perdu l'esprit, et qui le monte sur son dos dans la chambre et qui l'allonge et qui regarde comme ça sa mère qui est en train de regarder son frère et qui se dit peut-être, comme dit Nour, le karma a fait son travail. Je ne sais pas, Cappuccino, Cappuccinette, si vous imaginez la puissance du geste de Nour qu'elle a fait. C'est genre, regarde ce que tu as fait à ma mère il y a quelques années de ça. Et regarde, Rabbi, regarde Dieu, qu'est-ce qu'il t'a fait aujourd'hui. T'es pire qu'elle. Nour, elle a l'éducation et le bon cœur que sa mère lui a donné. Donc, elle ne va pas ne pas s'occuper de son oncle. Au contraire, elle va s'en occuper comme si elle s'occupait de sa mère. Et les tantes, pendant ce temps-là, la porte, Akhiran, enfin, la porte de la maison, la porte où ils n'ont jamais franchi le seuil. Le papa, il est mort. Le fils, il n'est pas mort, mais il est fou dans un autre monde, il ne peut plus rien faire. Welcome to the freedom. Bonjour la liberté, welcome la liberté, marhaba, el-hurriya. Enfin, 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 enfin. Mais pas n'importe comment, parce que Nour est là. Nour, qu'est-ce qu'elle va leur dire? Elle dit à la tante du milieu, toi, tu vas au magasin de grand-père. Et elle dit à la plus petite des tantes, toi, tu vas au magasin de son oncle et c'est toi maintenant qui vas diriger le magasin. Et de là a commencé que les tantes, elles sont devenues indépendantes. Elles ont enfin respiré autre chose que l'oxygène de leur maison. Et Nour, plus ça allait, plus elle grandissait, plus elle était vraiment très belle. Et enfin, elle arrive à la fac de médecine en ayant accompli tout ce qu'elle avait fait depuis ses 10 ans, à s'occuper sans relâche, sans être lassée, sans en avoir marre de sa mère, plus son nom, plus de ses tantes, plus de la maison, tout est sur ses épaules. Et avec ça, elle a continué, elle avait dit qu'elle veut être médecin et elle est à la fac de médecine. Et bientôt, elle va toucher du bout du doigt son rêve de devenir médecin. Donc là, tout se passe bien. Et un jour, la tante du milieu, il y a une dame qui va venir
acheter des fruits et légumes. Et cette dame, elle est très bien apprêtée. Là, la tante du milieu, elle sait que la dame qui est en train de se fournir chez elle, c'est pas n'importe qui. Et donc, il y a une petite entame de conversation. Et là, la dame, elle est choquée. Parce qu'il faut savoir vraiment que ce soit la sœur qui a subi toute la violence, la mère Anour, ou bien la tante du milieu, ou bien les petits, elles étaient toutes d'une beauté sans pareil. Et elle parle, elle parle. Et de jour en jour, la dame, à chaque fois, va venir prendre des choses chez la tante du milieu. Et un jour, elle va lui dire, écoute, j'ai une question. Si tu peux me répondre, la tante, elle lui dit, oui, allez-y. Est-ce que tu es mariée? Bon, j'ai jamais été mariée, je suis toute ma fille, j'ai un fils, voilà, il est avocat et tout, il est super connu, très gentil, je l'ai très bien éduqué. Et il y a quelque temps, il m'a demandé de lui trouver une fille parce que lui, il était trop timide, il ne sait pas comment faire et tout. Et il a envie de fonder son foyer. Ouais, je petini, toi, tu m'as plu. Donc, est-ce que je peux venir demander ta main à ta famille pour mon fils? La meuf, elle dit, croyez pas. Même s'ils avaient pris de l'âge et tout, mais elles sont encore belles. Elle lui dit, d'accord, bah, je vais en parler à mon fils et le plus vite possible, on viendra chez toi. Elle dit d'accord. Elle rentre chez elle ce jour-là, la tante du milieu, elle est contente, elle explique tout à Nour. La tante, elle dit, c'est toi qui dis oui ou non. La décision, elle te revient à toi. Parce que c'est grâce à toi tout ça. Si on a tenu bon et tout. Donc le jour J, ils ont tout préparé et tout. Et voilà la dame rencontre au marché avec son fils avocat qui viennent demander la main de la tante du milieu. La tante du milieu, elle n'était pas présente. Elle était dans une chambre à part avec sa sœur, toute excitée et tout. Et Nour qui va venir, qui va s'asseoir. Socialement, elle sait très bien que les autres en face d'elle, ils sont plus riches qu'elle, ils ont plus de moyens qu'eux et tout. Mais elle s'en fout de tout ça, elle s'en tape. Elle est là, avec sa prestance, avec sa carrure, avec son caractère. Elle s'installe. Elle leur dit oui, allez-y, parlez. Et le mec parle. Et elle est là, lui pose des questions. D'accord, ok. Et elle met les conditions. Par contre, voilà. Toutes les conditions que elle a données, ils ont dit oui à tout. Elle dit maintenant, je vais me lever, je vais aller demander à ma tante si elle est d'accord. Elle va voir sa tante. Elle dit voilà de quoi on a parlé, voilà de quoi on a parlé. Maintenant, oui. Non. La tante, elle dit oui. Elle sort, Nour, et elle fait you. Je sais pas le faire quoi, Zarita. Elle fait un you. Et ils comprennent que la tante du milieu, elle a accepté, donc ils étaient contents. La famille du mec, ils prennent tout en charge, les frais du mariage et tout ça. Ils lui font un bête de mariage. Et la tante du milieu, elle s'en va. Au bout de quelques temps, un jour, ça y est, la tante du milieu, elle est partie, elle fait sa vie, elle vit très bien et tout ça. Et il y a des gens qui vont venir chez elle, invités par la belle-mère pour venir la rencontrer, qu'elle leur présente sa belle-fille et tout. Et parmi ces gens-là, il y a une maman qui va être sous le charme et la beauté de cette fille. Et elle est choquée et tout. Et il parle et elle dit, t'as eu de la chance. Elle dit à la belle-mère de la tante du milieu, t'as eu de la chance de trouver une fille comme ça, de bonne famille, qui est belle, qui sait faire plein de choses, qui est comme ça souriante, qui a de la conversation, qui est ici, qui est ça. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé moi aussi trouver la perle rare comme ça pour mon fils. Et là, la tante du milieu lui dit, mais vous savez, si vous voulez, j'ai ma petite sœur. Elle est aussi belle que moi, elle est aussi de caractère très bien et tout. Si vous voulez, la dame a dit à la tante du milieu, c'est sérieuse. Elle dit oui, voilà, vraiment et tout. Je peux vous organiser un rendez-vous. Ils se voient, ils parlent et voilà. Elle va appeler sa petite sœur, elle va lui expliquer. Ils vont se donner rendez-vous chez la tante du milieu. Le gars va venir. Il y aura une conversation. Et ça va matcher. Il va s'avérer que quoi? Il va s'avérer que ce mec-là, c'est lui qui détient
pratiquement toutes les bijouteries de Bagdad. Donc, c'est une famille extrêmement fortunée. Et il lui dit qu'il va la faire vivre bien, qu'il va lui ouvrir même pour elle des business et tout, et qu'ils vont continuer à se développer ensemble, que lui, il est vraiment sincère dans sa démarche de vouloir se marier et tout, que voilà, il est prêt. Elle va dire oui. Donc, ils vont convenir d'un rendez-vous pour venir demander officiellement sa main à qui? À Nour. Même si c'est des gens, elle dit, qui sont genre fortunés, elle s'en fout. On reste dans la tradition. Et elle les fait venir jusqu'à chez elle. Et elle leur fait le même interrogatoire et tout qu'elle avait fait au mari de la tante du milieu, les mêmes conditions, tatati tatata. Et elle va voir sa tante, elle lui dit, comme elle avait dit à la tante du milieu, ils ont dit ça, c'est quoi tes conditions, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Elle dit, j'accepte. Et elle va voir, elle sort encore de la chambre, une nouvelle fois, elle fait youyou. Et ça y est, sa tante, elle est mariée, la dernière. Elle a marié ses deux tantes. Ces deux tantes, ça y est, elles sont parties. Elles continuent à vivre leur vie normalement, enfin. Et elles vivent tellement leur vie, si bien qu'elles vont arrêter de venir à la maison du grand-père de Nour, à leur maison dans laquelle ils ont subi toute la misère qu'ils avaient subie, à la maison d'où leur mère elle était morte avec la souffrance que le père a infligée et tout. Ils vont arrêter de venir là-bas, ils vont arrêter carrément de venir même dans le quartier. Ils veulent pas oublier Nour quand même. Et Nour, ça y est, elle est sortie médecin, enfin. Et ils vont pas arrêter de venir ou de chercher après elle. Non. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se parlaient par téléphone, beaucoup. Et qu'elles se donnaient rendez-vous dans des cafés ou dans des restaurants pour passer du temps ensemble. Nour, elle est devenue médecin, donc elle peut être appelée à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Donc, elle a pris une fille, une orpheline, pour s'occuper de son oncle et sa mère en son absence. Elle les a habitués à elle. Au bout d'un certain temps, ça y est, ils avaient pris l'habitude de cette orpheline. Et elle partait sereinement à son travail. Et le soir, elle prenait le relais. Elle l'a fait habiter avec elle, hein. Cette orpheline et tout, elle l'a considérée carrément comme sa sœur et tout. Et l'orpheline, c'est pareil, quoi. Elle se sentait pas du tout étrangère. Et elle, quand elle rentrait du travail, au lieu d'aller se reposer et tout, non, elle prenait le relais. Elle s'occupait de sa mère et de son oncle. Et ça y est, Nour, elle est médecin. Et elle est aussi belle que sa maman quand elle était plus jeune. Et tout va bien, et ci et ça. Et les gens vont commencer à vouloir aller lui demander sa main. Et un jour, ces deux tantes, ils vont lui donner rendez-vous dans un restaurant. Parce qu'il y avait des gens qui avaient parlé et qui avaient envie de venir demander la main de Nour. Et donc, ils lui disent, voilà, il y a des gens qui veulent venir demander ta main. Et Nour, elle les regarde, elle leur dit, écoutez-moi bien. Moi, je ne me marie pas. Les tantes, elles étaient choquées. Comment ça, tu ne te maries pas? Tu es jeune, il faut que tu fasses ton avenir. Fais pas comme nous. Essayez ça. Alors, je dis non. Quel mari, quelle famille va accepter que je prenne ma mère avec moi dans mon nouveau foyer et surtout que je prenne mon oncle? Ah, ils étaient choqués. Je leur dis, écoutez, moi, je n'abandonnerai jamais, ni mettrai ma mère de côté pour qui que ce soit. Et mon oncle, c'est pareil. Je vais m'occuper d'eux jusqu'à que soit ma mère décède et mon oncle, soit c'est moi qui meurs. Mais je vais jamais préférer ma vie, avoir un mari, avoir des enfants, à ma mère et mon oncle. Et elle leur dit, c'est la première et la dernière fois que vous ouvrez avec moi ce genre de sujet-là. C'est un sujet, pour moi, il est clos et je ne reviendrai pas sur ma décision. C'est comme ça. Au bout de quelques années, bien sûr, son oncle, voilà, il est décédé et sa mère, elle est encore vivante jusqu'à aujourd'hui. Et Nour, elle s'est pas mariée. Elle est toujours médecin, hôpital à Bagdad. Et elle vit toujours, malgré qu'elle a un salaire
très très bon de médecin et tout ça. Elle vit toujours dans la maison de son grand-père et elle est très très bien. Elle se la pète pas parce qu'elle gagne beaucoup d'argent et qu'elle est médecin. Elle est restée au même niveau que quand elle était pauvre dans sa manière d'être et tout ça. Et Nour, elle va toujours arroser la tombe de son grand-père, malgré que voilà, il était mauvais et tout. Elle a appris à pardonner. Et la tombe de sa grand-mère aussi, malgré qu'elle ne l'ait pas connue et tout ça, parce que les tantes lui avaient beaucoup raconté toute l'histoire dans son entièreté. Et la tombe de son oncle, toujours à s'en occupe et tout ça. Et il y en a beaucoup qui vont dire, et le père de Nour dans tout ça. Le père de Nour, Cappuccino, Cappuccinette, le jour où le frère il est rentré dans la maison, il avait vu par en haut sa femme et il avait vu pourquoi elle avait si peur. Il avait vu son frère rentrer dans la maison. Donc il s'était enfui par une fenêtre de l'autre côté et il s'était caché. Et au bout de quelques temps, les gens lui ont rapporté, voilà qu'est-ce qui est arrivé à ta femme, voilà ce que son frère lui a fait et maintenant il te recherche. Et quand il a su qu'il était recherché, et que en vrai sa mère elle était même pas morte naturellement mais que c'est lui qui l'avait tuée, mais que personne n'était parti de l'énoncer parce que tout le monde savait que c'était un gueudin, ils avaient peur, mais tout le monde le savait. Il a coupé un billet pour le Turkménistan et il est parti. Et il va s'avérer qu'il va envoyer une lettre des années après à Nour lui expliquant tout ça, pourquoi il s'était enfui et tout, et qu'en fait il était déjà marié au Turkménistan et qu'il avait d'autres enfants et que maintenant sa première femme et ses enfants étaient sa priorité et que Nour devait continuer à vivre comme si voilà, que son père n'était plus de ce monde. Donc Nour, elle avait pris cette lettre et elle l'avait froissée, elle l'avait mis à la poubelle et dans sa tête elle s'était dit, mais le jour où il est parti en fait c'était déjà le cas. Donc voilà pour cette story time. J'ai fini cette vidéo et oh et oh et oh. J'espère que cette histoire crime d'honneur vous a plu. Vraiment, j'ai cherché une histoire qui est bien, qui fait mal au cœur, mais où le karma est là et se charge, même si c'est des années après. Des gens qui y ont fait du mal. Et j'espère vraiment que cette histoire-là vous aura touché. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez Nour la warrior, Nour la courageuse, Nour ce que vous voulez, mais quelque chose sur Nour. Essayez, Cappuccino, Cappuccinette, s'il vous plaît, de ne pas spoil dans les commentaires. Voilà, pour que les gens qui vont découvrir cette histoire aient la même sensation que vous quand vous l'avez écoutée la première fois. Cette histoire, elle m'a touchée, elle m'a fait passer par toutes les émotions possibles et imaginables. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, à venir me suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà, en tous les cas, moi, ça m'a fait grave plaisir. Et pour vendredi prochain, ce sera une story time paranormale. D'ici là, Cappuccino, Cappuccinette, portez-vous bien, faites attention à vous. On arrive dans la semaine de la liberté. Il n'y aura plus de masque, quoi. Il n'y aura plus de masque. Ça y est, on va sortir normal. Donc voilà, je suis trop contente. Et aussi, avant que j'oublie, voilà, la semaine prochaine, certes, il y aura une story paranormale, mais il y aura aussi la vidéo où je vais appeler mes abonnés. Je vais vous appeler, ce sera sous forme de tirage au sort, je pense, parce que malheureusement, je ne pourrai pas vous appeler tous parce que vous êtes trop nombreux. Ce sera une main innocente, je pense que je demanderai à mon petit cousin Malikou, voilà, de choisir des numéros qu'on aura notés. J'ai failli me crever l'œil, qu'on aura noté sur des papiers et qu'il va prendre comme ça. Je pense que le maximum que j'aimerais, c'est au moins avoir 10 personnes d'entre vous. Et voilà, donc je vous expliquerai tout ça pour savoir comment ça va se passer et tout. Je vous mettrai dans l'onglet ici YouTube, dans communauté,
comment ça va se passer. Et surtout, je pourrais mieux vous l'expliquer sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre là-bas. Je suis active. Voilà, je fais beaucoup de stories et tout. Et je vous expliquerai tout ça pour pas qu'il y ait de déçus. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!